est-ce que vous arrivez à m'entendre très très bien parce que là j'utilise un kit, donc je ne sais Oui, pas que c'est OK. Merci, parfait. très bien. Parfait, très bien. Donc du coup aujourd'hui on va faire notre deuxième conférence, ça va être sur les anémies hémolytiques congénitales. Donc comme vous savez, les anémies hémolytiques, il y a deux grands chapitres. Il y a les anémies hémolytiques congénitales ou bien constitutionnelles et il y a les anémies hémolytiques acquises. Tout ce qui est constitutionnel, tout ce qui est congénital, généralement, le diagnostic se fait dans la majorité des cas à l'enfance. Et tout ce qui est acquis, généralement, c'est à partir de l'âge adulte avec un facteur déclenchant X. D'accord. Donc aujourd'hui, on va voir les anémies hémolytiques congénitales. On ne peut pas parler sur l'anémie hémolytique congénitale sans faire une petite introduction sur la structure du globule rouge. D'accord, et les constituants du globule rouge. Comme vous savez, avant de parler de l'hémolyse pathologique, il faut d'abord connaître l'hémolyse physiologique. La physiologie, c'est la base de tout. D'accord. Donc, avant de voir le petit rappel sur l'hémolyse physiologique, on va voir un petit mot sur la structure de ce globule rouge. Donc, comme vous savez que le globule rouge, c'est une cellule qui n'a pas de noyau, c'est une cellule anucléée, c'est une cellule qui a une forme discoïde. Cette cellule, elle est pas là par hasard. C'est une cellule qui prend naissance au niveau de la moelle osseuse à partir d'un précurseur qui est appelé l'érythroblaste. Cet érythroblaste, c'est une cellule qui a un noyau qui se trouve à l'état normal au niveau de la moelle osseuse, qui va subir un certain nombre de divisions. C'est en nombre de 4 divisions cellulaires. Pour donner naissance, en fin de compte, à 16 cellules anucléées, 16 réticulocytes, qui vont donner par la suite 16 globules rouges matures. Quand vous savez que, à partir des stades d'érythroblastes, on a l'érythroblast, le proérythroblaste, l'érythroblaste basophile, l'érythroblast polychromatophile, et on a l'érythroblast acidophile. L'érythroblast acidophile qui atteint une certaine maturation, il va expulser son noyau pour donner naissance à un réticulocyte. Comme vous savez, le réticulocyte, c'est un globule rouge, mais qui est immature, qui va subir une maturation de 24 à 48 heures au niveau de la circulation sanguine pour donner naissance à un globule rouge mature. C'est quoi la différence binaire le globule rouge? C'est que le fait que son cytoplasme est riche en granulation. Et ces granulations, généralement, c'est des ribosomes, quelques fragments d'ARN messager qui vont être traduits au fur et à mesure pour donner naissance, pour compléter le pool protéique de ce globule rouge. Qui m'appelle comme le globule rouge, c'est une cellule qui n'a pas de noyau, c'est-à-dire c'est une cellule incapable de synthèse protéique, incapable de synthèse enzymatique, c'est-à-dire que toutes les enzymes qui se trouvent à l'intérieur de ce globule rouge ont été déjà fabriquées au stade de cellules nucléées, c'est-à-dire au stade d'érythroblaste. Et le reste, ou là, le peu de protéines qui a été synthétisé, ont été faits au stade de réticulocyte, c'est-à-dire le peu de protéines qui reste, enfin le peu d'ARN messager qui existait au niveau de cytoplasme. D'accord. Donc le globule rouge, c'est une cellule qui est de 7 environ à 8 micromètres de diamètre. C'est pas une cellule qui a la forme sphérique comme un ballon. Non. C'est une cellule qui a une forme biconcave, discoïde biconcave. Pourquoi cette forme spécialement? C'est pour permettre à cette cellule une certaine plasticité, une certaine fluidité à l'intérieur des vaisseaux, ce qui va empêcher que cette cellule va être détruite par le système réticulo-endothélial, principalement au niveau des vaisseaux sinusoïdes de la rate et au niveau de la moelle osseuse, qui sont les deux principaux sièges de la destruction des globules rouges. Donc, cette forme discoïde, cette forme discoïde, elle est là grâce à une partie très importante du globule rouge, qui est la membrane cellulaire. La membrane, elle a un aspect classique, c'est-à-dire la bicouche phospholipidique. Et cette bicouche phospholipidique, elle est traversée par des protéines. Il y a deux types de protéines. Il y a des protéines, ce qu'on appelle transmembranaires, comme par exemple la protéine 3 avec le précurseur. C'est une protéine qui traverse la membrane de part et d'autre, c'est-à-dire de l'extérieur vers l'intérieur. Ce genre de protéine est appelé une protéine transmembranaire, c'est-à-dire qu'elle traverse la membrane. Le deuxième type de protéine, ce qu'on appelle les protéines de cytosquelette, c'est des protéines qui tapissent la partie interne de ce feuillet, de cette bicouche phospholipidique, et qui est représentée principalement par la spectrine,
La spectrine, elle est faite comme deux hélices, c'est-à-dire la chaîne alpha, la chaîne bêta, d'une façon hélicoïdale, qui est reliée par des protéines qui sont appelées lactines. Par exemple, la spectrine avec ses deux chaînes et l'actine sont les principales protéines de cytosquelette. C'est grâce à ces deux types de protéines transmembranaires et protéines de cytosquelette que ce globule rouge ait cette possibilité de déformation, c'est-à-dire avec cette forme qui est biconcave, discoïde, biconcave, et qui permet à la cellule de traverser des vaisseaux vraiment de petit calibre. D'accord? Donc, comme vous savez, voilà, donc ça c'est la membrane cellulaire. Deuxième composant très très important, l'hémoglobine. Bon, schématiquement, on dit que le globule rouge c'est un sac qui est rempli d'hémoglobine. Bon, il n'y a pas uniquement que l'hémoglobine. Hein. Vous savez que l'hémoglobine représente environ 33% du composant du globule rouge. Le reste, il y a des électrolytes, il y a l'eau, il y a beaucoup d'enzymes. Donc, il n'y a pas que l'hémoglobine. C'est vrai que c'est l'élément le plus important. C'est un pigment rouge. Il est constitué de deux parties. Donne quoi exactement? On va le voir par la suite. Donc, l'hémoglobine, vous savez qu'il est constitué de deux parties, une partie protéique et une partie non protéique. La partie protéique, c'est la globine. Il y a 4 chaînes polypeptidiques qui sont réunies 2 à 2. On a 2 chaînes alpha et 2 chaînes non alpha. À tout le nom, là, par exemple, vous allez trouver 2 chaînes alpha, 2 chaînes bêta. C'est juste communément parlé. On va voir par la suite. On dit généralement 2 chaînes alpha plus 2 chaînes non alpha. Ces 2 chaînes non alpha rendent l'hémoglobine adulte à l'état normal, à l'état physiologique, quand tout va très bien. Cette chaîne non alpha, il y a la chaîne bêta, qui est la composante principale de l'hémoglobine adulte. La partie non protéique, c'est ce qu'on appelle l'hème. C'est une molécule, c'est une porphyrine qui contient une molécule de fer. Donc, et le fer existe à l'état divalent, ou bien le fer ferreux, ou bien à l'état divalent, ou bien le Fe2+. C'est la seule forme du fer qui a la capacité de transporter l'oxygène. Parce que le fer ferrique ou bien le fer trivalent, généralement, qui connaît dans le fer ferrique, c'est pas l'hémoglobine, c'est la méthémoglobine. Et cette forme est incapable de transporter l'oxygène. D'accord? Donc là, on va voir quelles sont les différentes chaînes d'hémoglobine. Donc, quand je vous ai dit tout à l'heure qu'il y a de l'hémoglobine, il y a les chaînes alpha et il y a les chaînes non alpha. Donc, sur le schéma, vous allez voir. Donc, il y a les chaînes alpha en bas, les chaînes alpha qui sont codées au niveau des gènes alpha. Les gènes alpha se trouvent au niveau du chromosome 16. C'est pour ça que c'est des pathologies qui sont autosomales, récessives, c'est-à-dire parce que ça ne touche pas les chromosomes sexuels. Ce n'est ni le chromosome X ni le chromosome Y, d'accord? Donc, les gènes alpha se trouvent au niveau du chromosome 16. En fait, pour les gènes alpha, il y en a plusieurs. Il y a deux gènes qu'on appelle le gène zeta 1 et le gène zeta 2 que vous voyez ici en vert. Ces deux gènes sont caractéristiques de la vie embryonnaire, c'est-à-dire que ces deux gènes, au fur et à mesure, ils vont devenir silencieux, qui ne vont plus s'exprimer et qui vont donner naissance à ces deux gènes-là qui sont exprimés en rouge et qui sont le gène alpha 1 et le gène alpha 2. D'accord? Donc ça, c'est pour les chromosomes, c'est pour les gènes alpha. La chaîne alpha est codée au niveau des gènes alpha. Les gènes alpha, on a le gène zeta 2, zeta 1 qui sont caractéristiques de la vie embryonnaire. Il y a un phénomène de switch. Le phénomène de switch, c'est-à-dire que ces deux gènes à la première, on va dire aux premières semaines de la vie. Et par la suite, par un mécanisme inconnu, il y aura un switch isotopique, c'est-à-dire que ces deux gènes vont devenir silencieux, qui ne vont plus s'exprimer, et les deux seuls gènes qui vont s'exprimer par la suite, c'est le gène alpha 2 et le gène alpha 1. Et la traduction, là, on a le gène, on a duplication de l'ADN, par la suite, on a la formation de l'ARN messager, traduction, et à partir de là, on aura la chaîne alpha 2 et la chaîne alpha 1. C'est pour le gène alpha 1, gène alpha 2. D'accord? Est-ce que c'est clair? Pour les gènes non alpha, comme les gènes les gènes bêta, mais c'est pas vrai, c'est les gènes non alpha. Les gènes non alpha sont codés au niveau du chromosome 11. Toujours, c'est un chromosome normal, c'est pas un chromosome sexuel. Et ils sont au nombre de 3. On a le gène d'abord epsilon, c'est un gène, là, vous voyez en vert foncé, qui est caractéristique de la vie embryonnaire. Ce gène va être rapidement, pas supprimé, mais on va dire, va devenir rapidement silencieux et va donner naissance à ce gène gamma.
D'accord? Donc, ce gène gamma qui va être exprimé, là, il est exprimé en mauve. Chez vous, oui, en mauve. Voilà, donc ce gène gamma est caractéristique de la vie fœtale. Il représente, ou là, il est caractéristique, voilà, de la vie fœtale. Il forme ce qu'on appelle l'hémoglobine fœtale. Cette hémoglobine fœtale, il faut savoir qu'elle est vraiment majoritaire durant la vie fœtale. Euh, et par la suite, bon, je vais vous montrer par la suite les schémas. Par la suite, au fur et à mesure, généralement à partir de quatrième, cinquième mois, la synthèse de cette chaîne gamma va diminuer progressivement pour laisser place à la chaîne bêta. Cette chaîne bêta, d'accord, je vais répéter, aucun problème. Cette chaîne bêta, elle est caractéristique de l'hémoglobine adulte. Il y a une autre... est-ce que vous arrivez à m'entendre? Est-ce que c'est le cas pour tout le monde ou c'est juste pour Hippocuf? C'est bien parce que j'utilise un kit. D'accord, parfait, très bien. Parfait. Donc je pense que c'est un problème de ta connexion. D'accord. Donc je répète là, je vous ai dit que sur le plan génétique, il y a deux types de gènes. Il y a deux types de gènes. Il y a des gènes alpha, il y a des gènes non alpha. Donc on a dit qu'il y a des gènes alpha qui sont codés au niveau du chromosome 16 en nombre de 4. On a le gène zeta 1, zeta 2 qui sont caractéristiques de la vie embryonnaire. Et par la suite, il va y avoir un phénomène de switch, c'est-à-dire les deux gènes Hadoulouala vont plus s'exprimer. Ils vont laisser la place aux deux gènes alpha 2 et alpha 1. D'accord? Par la suite, il y a les gènes non alpha, les gènes non alpha qui sont codés au niveau du chromosome 11 et sont en nombre de 4. On a premièrement le gène epsilon là en vert, qui est caractéristique aussi de la vie embryonnaire. Il y aura par la suite un phénomène de switch et le relais va être pris par le gène gamma. Le gène gamma là en mauve, il existe au nombre de 2. Il est caractéristique de l'hémoglobine fœtale. C'est un gène qui est vraiment exprimé durant la vie fœtale et son expression va diminuer progressivement environ au niveau du quatrième, cinquième mois et le relais va être pris par la suite par le gène bêta. Le gène bêta, il est caractéristique de l'hémoglobine adulte. D'accord? Donc là, à partir du quatrième mois de la vie de la vie intra-embryonnaire, c'est-à-dire de la vie fœtale, à partir du quatrième mois de la grossesse, il y aura une augmentation de cette synthèse, une expression du gène bêta avec la synthèse de gène bêta qui va devenir prépondérante à la naissance. Et par la suite, on va dire que le profil électrophorétique d'un enfant, il va devenir comme celui de l'adulte à l'âge de 12 mois. D'accord? Donc, il y a un autre gène qui est exprimé de façon vraiment très minime durant toute la vie, vie fœtale et vie par la suite adulte, enfin, avec une concentration très minime. C'est ce qu'on appelle le gène delta, qui est caractéristique de l'hémoglobine A2. Cette hémoglobine A2, elle a un rôle vraiment accessoire. Là, je vais vous montrer les schémas pour voir un petit peu les phénomènes de switch. Là, vous voyez que là, vous avez pour les chaînes alpha d'abord. Pour les chaînes alpha, on a premièrement pour les gènes alpha, pardon, et les chaînes alpha, enfin, parce que les gènes alpha codent pour les chaînes alpha. Donc, pour les gènes alpha, vous voyez d'abord, on a le premier gène qui est le gène zeta, là, en bleu turquoise, qui est caractéristique de la vie embryonnaire, généralement le premier mois de la vie embryonnaire. Dans la concentration va diminuer, vous voyez, et le relais va être pris par la chaîne alpha que vous voyez ici en rouge. Vous voyez que la concentration elle augmente en exponentielle et par la suite la concentration elle va devenir vraiment stable en plateau durant le reste de la vie. Là vous avez le numéro 1, c'est birth ou bien la naissance et là vous voyez la vie gestationnelle et après la naissance vous voyez la vie postnatale. Donc ça, c'était pour les gènes alpha. Pour les gènes non alpha qui sont codés au niveau du chromosome 11, on a premièrement la chaîne gamma qui est codée par le gène gamma. Vous voyez aussi qu'elle est caractéristique de la vie fœtale. Elle va augmenter en exponentielle jusqu'à la 12e semaine, c'est-à-dire jusqu'à généralement 4 mois de la grossesse. D'accord? Et là, vous voyez que cette concentration va diminuer progressivement et au fur et à mesure, il y a le relais qui va être pris par le gène bêta, là, qui est exprimé ou là, qui est schématisé ici en vert. D'accord? Là, vous voyez la différence. Et comme je vous ai dit qu'après la naissance, que la chaîne bêta va augmenter en exponentielle
jusqu'à un profil adulte, généralement électrophorétique adulte, là, à partir de l'âge de 12 mois. Vous le voyez dans le schéma. Et kiff, la chaîne gamma va diminuer progressivement pour pratiquement disparaître à partir de l'âge de 12 mois. Et à 12 mois, on a un profil électrophorétique adulte. Là, vous voyez la chaîne delta qui est exprimée par le gène delta là, en bleu lavande, là, en bas. Et vous voyez que la concentration, elle est vraiment très faible durant toute la vie, hein, de la vie embryonnaire jusqu'à la vie postnatale. Donc, est-ce que jusque-là, c'est clair pour tout le monde? Parce qu'on va commencer, on va entamer notre petit chapitre qui est l'hémolyse. D'accord. Donc, avant de parler c'est écrit week. Hein. Oui, c'est week, c'est par semaine. Là, voilà, la gestationnelle par week, c'est 6 weeks, 12 weeks, c'est-à-dire 4 mois. Voilà, d'accord. Donc là, on va faire l'hémolyse physiologique. Donc pour le savoir, il faut savoir que l'hémolyse physiologique, elle existe. C'est une destruction qui est continue, qui permet de maintenir une certaine homéostasie. Non, pour l'hémoglobine adulte, c'est à partir de 12 mois, c'est à l'âge de 1 an. C'est à partir de 12 mois. Vous pouvez le calculer 1 an, je vais faire une semaine. Mais c'est 12 mois. D'accord, donc là, on va voir le rappel 52. Merci. On va voir la 52. C'est là. C'est environ là. De toute façon, ça correspond à la concentration la plus basse de la chaîne gamma. Donc, ça rejoint ce que j'ai dit. De toute façon, le profil électrophorétique adulte, il est au complet à l'âge de 12 mois. Donc, à partir de 12 mois, si on trouve 80% d'hémoglobine fœtale, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui cloche. C'est un profil qui est anormal. Ok, donc là, on va faire un petit rappel sur l'hémolyse. Donc, je vous ai dit que l'hémolyse, c'est un phénomène qui est physiologique. Ça permet de maintenir une certaine homéostasie du pool sanguin au niveau de l'organisme, c'est-à-dire que le nombre de globules rouges fabriqués doit strictement être égal au nombre de globules rouges qui sont perdus chaque jour. Il faut savoir que chaque jour, on perd moins de 1 globule rouge par 120 globules rouges et par jour. Quand ça dépasse ce seuil, on est dans la situation d'hémolyse pathologique. C'est quoi l'hémolyse physiologique? Donc, c'est une destruction qui est programmée des globules rouges. Je vous ai dit que le globule rouge, c'est une cellule anucléée, c'est-à-dire incapable de synthèse protéique ni enzymatique. Donc, du coup, son réserve ou bien ses réserves en protéines ou aux enzymes, généralement, elles sont suffisantes pour une période de 120 jours. À partir de 120 jours, il y aura quand même des phénomènes de vieillissement qui vont toucher et la membrane et l'hémoglobine avec l'accumulation des radicaux libres, l'oxydation et tout, ce qui va transformer, qui va donner une certaine fragilité à ce globule rouge. Et cette fragilité va généralement se voir au niveau de la membrane cellulaire avec une petite perturbation de la pompe NAK, donc ce qui va entraîner une entrée massive de sodium. Donc à partir de là, un gonflement de la cellule et elle va perdre sa forme discoïde biconcave qui lui permet cette plasticité pour se transformer en cellule en ballon, c'est-à-dire sphérique, incapable de traverser les capillaires et qui va être directement chassé au niveau des capillaires et détruit. D'accord? Donc, à ce niveau-là, il y a cette destruction. Cette destruction, il faut savoir qu'elle a 2 sièges principalement. Il y a l'hémolyse intratissulaire, il y a l'hémolyse intravasculaire. Donc, à l'état physiologique, il y a ces 2 types d'hémolyse. Sauf que, à l'état physiologique, l'hémolyse intracellulaire, elle est majoritaire. Elle représente environ 90% de cette hémolyse. L'hémolyse intravasculaire, elle représente environ 10% de cette hémolyse. Donc, l'hémolyse intratissulaire, voilà, je vais vous poser une question. Il est où le siège de l'hémolyse intratissulaire à l'état physiologique? J'attends les réponses à vos claviers.
Rate, 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 qui dit mieux? Le foie, la rate, la rate. Bon, je pense que vous êtes à 80% système réticulo-endothélial. Bon, heureusement, une bonne réponse. Très bien. Donc, Sarah KH, tu es la seule qui a répondu juste. Donc, c'est le système réticulo-endothélial. Il faut savoir que le système réticulo-endothélial existe au niveau de la rate et au niveau d'autres tissus. Mais il faut savoir qu'à l'état physiologique, je parle toujours de l'hémolyse physiologique, le siège principal de la destruction est la moelle osseuse et pas la rate. La rate, c'est dans la situation pathologique. Là, c'est la situation où on a une hémolyse pathologique. L'aucun jette la rate, le siège de l'hémolyse physiologique, quand on a gaspénomégalie. Vous êtes d'accord avec moi? Donc, le siège de l'hémolyse physiologique, qui est vraiment très infime, c'est au niveau de la moelle osseuse. Vous allez me dire, le système réticulo-endothélial, oui, mais le système réticulo-endothélial de la moelle osseuse. Vous allez tous me dire pourquoi la moelle osseuse, c'est pour une bonne raison, parce que vous savez que la moelle osseuse, c'est le siège de fabrication. Et le siège de fabrication, c'est un siège de recyclage, où la perte égale zéro. C'est-à-dire que tout se recycle. Au niveau de l'usine de fabrication se trouve au niveau de la cimetière. Et voilà, donc on raccourcit donc le chemin de récupération. Et à ce niveau-là, les macrophages médulaires vont, voilà, très bien recyclage. Le macrophage médulaire va directement capter les globules rouges qui ont vieilli, qui va les détruire et qui va relarguer directement le contenu de ces globules rouges directement au niveau des érythroblastes. Et vous allez chercher un petit peu des images sur internet sur l'érythropoèse médulaire, vous allez voir des schémas qui sont impressionnants. Vous allez voir un gros macrophage qui est entouré par des centaines d'érythroblastes. Pourquoi? C'est pour ce phénomène, justement, pour ce phénomène de recyclage, pour qu'il se fasse dans une meilleure condition. Voilà, donc le siège principal, ça gardez-le en tête, le siège, c'est le système réticulo-endothélial médulaire, principalement dans l'hémolyse physiologique, accessoirement au niveau de la rate. La rate, d'accord. Donc la rate, c'est la rate. La rate, elle va prendre le relais à partir où on est en situation de pathologie. Donc il y a Khalil qui me pose la question par rapport à l'entrée du sodium. Bon, je vous ai dit, ça c'est des signaux de vieillissement, c'est juste pour vous. C'est les signaux de vieillissement du globule rouge. Et au bout de 120 jours de survie ou de vie ou de survie, il y a vieillissement des enzymes. Il y a ce qu'on appelle la pompe NAK avec l'enzyme principale, la TPase. Et là, il y aura un vieillissement parce qu'il y a un épuisement des enzymes. Comme vous savez, c'est une cellule incapable de fabrication. Voilà, donc il y a une dysfonction. Et vous savez que le potassium, c'est le principal cation intracellulaire. Et cette pompe, elle a pour rôle de chasser à l'extérieur 3 molécules de sodium et de faire rentrer 2 molécules de potassium. Donc, quand cette pompe va s'altérer, il y aura forcément le contraire avec l'entrée de sodium et sortie de potassium. Et qui dit entrée de sodium dit entrée de l'eau avec et gonflement de la cellule. Transformation de la forme depuis la forme discoïde à la forme sphérique et destruction au niveau du système réticulo-endothélial. Donc voilà. Alors donc je vous ai dit que le siège c'est le système réticulo-endothélial médulaire principalement accessoirement au niveau de la rate. Je parle toujours de la physiologie. La rate va prendre le relais avec le foie, je vous en prie. La rate et le foie vont prendre le relais par la suite. C'est en situation de pathologie. Donc là, vous avez un schéma de l'hémolyse intratisculaire principale. Donc l'hémoglobine, pardon, va être dégradée, plutôt scindée en ces deux grandes parties principales. La globine qui va être dégradée en acide aminé et recyclée. L'hème va subir plusieurs réactions enzymatiques dont une oxygénation, il y aura avec l'intervention de plusieurs enzymes, oxygénase réductase. Et il y aura la transformation de bilirubine non conjuguée. Cette bilirubine non conjuguée va être transportée au niveau du foie grâce à l'albumine. Et là, elle va subir une conjugaison grâce à une enzyme qu'on appelle la glucuronyltransférase qui va la transformer en bilirubine conjuguée. D'accord? Donc, cette bilirubine conjuguée va être libérée au niveau de la vésicule biliaire et au niveau de la vésicule biliaire va être libérée au niveau du tube digestif. Au niveau du tube digestif, il y a les bactéries de tube digestif qui vont la transformer
en stercobilinogène, d'accord? Donc, stercobilinogène qui est responsable de la coloration jaunâtre des selles. Une autre partie va être réabsorbée au niveau de la circulation sanguine, ce qu'on appelle le cycle entéro-hépatique, et elle va se transformer au niveau du rein en urobilinogène, et l'urobilinogène qui va être libéré au niveau des urines et qui est responsable de la coloration jaunâtre des urines. D'accord? Donc ça, c'est l'hémolyse intratissulaire qui représente 90%. Et je le répète, 90% de l'hémolyse physiologique, elle est intratissulaire. Les 10%, c'est au niveau intravasculaire. Intravasculaire, il y a deux grands chapitres, on va dire trois grands schémas ou deux grands schémas, trois grands schémas de cette hémolyse intravasculaire. Donc, principal schéma, il y a l'hémoglobine qui se trouve libre au niveau de la circulation sanguine parce que ce phénomène intratissulaire ne se retrouve pas dépassé, mais on va dire c'est un. Donc, c'est va être libéré en dimère et elle va être directement captée protéine synthétisée par le foie. Cette protéine est appelée l'aptoglobine. Donc, elle est synthétisée par le foie. La concentration de 2 à 4, si je ne me trompe pas, il faut revérifier cette information. Dans le rôle principal, c'est le transport de cette hémoglobine au niveau du foie pour qu'elle soit conjuguée au niveau du foie. D'accord? Donc, cette protéine, elle est synthétisée en petite quantité, donc elle va se retrouver rapidement dépasser les situations, bien sûr, pathologiques, mais les situations physiologiques, elle arrive quand même parfait. Donc voilà, la situation, pardon, donc je vous ai dit qu'il y a une conjugaison par l'aptoglobine qui va assurer le transport vers le foie pour qu'il y ait conjugaison, d'accord? Et par la suite, il y a une autre partie qui va traverser le rein. Toute la quantité de l'hémoglobine qui traverse le néphron doit être obligatoirement réabsorbée. Quand ça dépasse un certain seuil, on peut assister à un petit albumin au niveau des urines. C'est ce qu'on appelle l'hémoglobinurie. D'accord? Donc, les situations par la suite pathologiques, quand tous ces phénomènes vont être on va assister à l'hémoglobinémie qui consiste elle est due au fait que l'hémoglobine se trouve libre au niveau du plasma et après sédimentation, le plasma va prendre une couleur rosée, contrairement à l'état physiologique où la couleur elle est transparente qui vire un petit peu vers le jaune après centrifugation ou bien sédimentation des éléments figurés du sang. D'accord. Donc là, on a fait le rappel physiologique. Donc là, on va faire une petite définition de cette anémie hémolytique congénitale. Donc l'anémie hémolytique congénitale, elle est due à une destruction anormale des globules rouges. Qui dit destruction anormale, c'est-à-dire qu'elle va dépasser le seuil de l'hémolyse physiologique. Et je vous ai dit tout à l'heure que le seuil de l'hémolyse physiologique, c'est une destruction inférieure à 1 globule rouge par 120 globules rouges et par jour. Donc quand ça dépasse ce seuil, on a une situation d'hémolyse Donc, cette hémolyse, elle est congénitale parce qu'elle est due à une anomalie constitutionnelle, génétique, transmise par la loi mendélienne le plus souvent. Donc, le plus souvent, cette anomalie congénitale, elle est due soit à une anomalie liée à l'hémoglobine, c'est ce qu'on appelle les thalassémies. Ça peut être une thalassémie, ça peut être soit une anomalie quantitative ou bien une anomalie qualitative. L'anomalie quantitative, ce sont les thalassémies, alpha-thalassémie ou bien bêta-thalassémie. Alpha-thalassémie, c'est-à-dire un défaut quantitatif en chaîne alpha, il y a une mutation des gènes alpha, donc il n'y a pas de chaîne alpha, donc c'est une alpha-thalassémie. Quand il y a un déficit quantitatif en chaîne bêta, on a ce qu'on appelle la bêta-thalassémie, ça c'est pour les anomalies quantitatives. On peut avoir une anomalie qualitative, c'est-à-dire que les gènes sont là, mais il y a une anomalie, un gène plutôt, il y a un acide aminé qui remplace un autre dans une position bien précise, qui m'a par exemple la drépanocytose ou l'acide glutamise est remplacé par une valine en position 6 par exemple. Donc il y a quand même un petit chamboulement de la structure, ce qui fait qu'il y a naissance d'une hémoglobine qui est anormale. Donc c'est une anomalie
qualitative. D'accord? Par la suite, ça peut être une anomalie enzymatique, soit le déficit en G6PD ou la pyridate kinase, ou bien une anomalie membranaire. La plus fréquente, c'est la sphérocytose héréditaire. Il y en a d'autres. Il y a la polycytose héréditaire, l'histiocytose héréditaire. Il y en a 1 milliard. D'accord? Donc maintenant, on va commencer avec les thalassémies. Voilà. Donc les thalassémies, bon, je vous ai dit que c'est une hémoglobinopathie qui sont dues à une anomalie quantitative, c'est-à-dire qu'il y a un défaut de synthèse d'une chaîne d'hémoglobine, soit un déficit en chaîne alpha ou là un déficit en chaîne non alpha, d'accord? Donc cette diminution, disparition, c'est une anomalie quantitative, donc on peut avoir soit disparition totale de la chaîne, soit une diminution de la synthèse de cette chaîne, d'accord? Donc, et bon, vous allez tous me dire, quand il y a un déficit total, la maladie elle devrait être plus grave, quand on a un déficit qui est partiel ou là une diminution de la synthèse, donc le déficit généralement logiquement n'est pas grave. Donc soit ce déficit peut se porter sur les chaînes alpha et on a les alpha-thalassémies, ou bien les chaînes non alpha, bon bêta généralement, c'est la bêta-thalassémie, ce sont les plus fréquentes. Donc tout à l'heure, je vous ai dit, on a parlé de ce phénomène de switch. Donc là, je ne sais pas si je répète, je pensais à qui. Pour l'hémoglobine fœtale, je vous ai dit que c'est l'hémoglobine gamma, plutôt c'est la chaîne gamma qui est majoritaire, et c'est l'hémoglobine fœtale qui est majoritaire. Dans la traduction de Taha, c'est alpha 2, gamma 2, parce qu'on a deux chaînes maintenant, ou deux maintenant, parce que les chromosomes, c'est deux, on hérite un de la maman et un du papa. D'accord? Il faut savoir que chez le fœtus, l'hémoglobine adulte, elle est vraiment minoritaire et elle va augmenter progressivement pour atteindre, plutôt pour atteindre la concentration adulte à partir de l'âge de 12 mois. Je vous ai dit ça tout à l'heure. Chez l'enfant et chez l'adulte, bon, chez l'enfant et l'adulte, principalement l'hémoglobine adulte, il y a l'hémoglobine A2, mais à une concentration plus faible. Donc, les familles des chaînes, on a parlé des chaînes alpha et on a parlé des chaînes non alpha. Donc là, je vous répète la même chose. Vous voyez le phénomène de switch avec le relais qui est pris par les chaînes bêta et la chaîne gamma qui va diminuer. Donc là, on va commencer par la bêta-thalassémie. La bêta-thalassémie, pourquoi? Parce que c'est la plus fréquente, surtout en Algérie. Donc, c'est un déficit, c'est une anomalie quantitative. Il s'agit d'un déficit total ou bien partiel de la synthèse de la chaîne bêta de l'hémoglobine. C'est une pathologie qui se voit dans le bassin méditerranéen, en Algérie, la Grèce, l'Italie du Sud, la Turquie. C'est une transmission qui est autosomale récessive parce que ça touche le chromosome 11, donc c'est pas un chromosome sexuel, c'est une transmission autosomale et récessive, et elle existe sur le plan génétique en deux formes. Il y a la forme homozygote et la forme hétérozygote selon la génétique mendélienne. Comment la forme a dit homozygote ou bien hétérozygote? Là, vous voyez qu'il y a les deux parents. Chacun d'eux, on a la maman et le papa. Chacun d'eux est porteur de gènes de thalassémie. C'est-à-dire que la maman, là, elle est hétérozygote et le papa, il est hétérozygote. Il porte un seul gène malade. Le deuxième gène fonctionne normalement. Donc, ces deux parents ont plusieurs possibilités de croisement, de génétique mendélienne. Ils ont 25% de malchance d'avoir une forme majeure de la pathologie ou bien la forme homozygote. Parce que là, à partir de là, cet enfant malade, il a hérité un chromosome, le chromosome malade de la maman et le chromosome malade du papa. Donc, il a une forme majeure ou bien une forme homozygote. Par contre, ils ont 50% aussi de malchance ou de chance d'avoir des enfants hétérozygotes, c'est-à-dire qu'ils sont porteurs seulement d'un seul gène malade, le deuxième gène fonctionne normalement, un gène malade avec le deuxième gène qui fonctionne normalement. Ces enfants ont la chance peut-être, parce que là, ils vont pas développer de pathologie, ou bien s'ils vont développer une pathologie, ça va être vraiment très minime. Ils ont 25% de chance, par contre, d'avoir un enfant normal s'il va hériter de deux chromosomes normaux. Donc là, vous voyez, c'est la même chose avec toutes les possibilités. Possibilité de parents normaux, possibilité de deux parents qui sont hétérozygotes tous les deux, donc on a expliqué ce cas de figure, et la possibilité où un des deux parents est hétérozygote, qu'il soit le papa ou la maman, là on s'en fout parce que c'est pas une maladie sexuelle, transmission n'est pas sexuelle, n'est pas liée au chromosome XY, donc un parent hétérozygote égale 50% de chance d'avoir des enfants hétérozygotes et 50% d'avoir des enfants normaux. Est-ce que c'est clair pour tout le monde jusque-là? Voilà, parfait. Donc là, je vais sur le plan pathologie clinique.
on va voir la bêta-thalassémie majeure. Qui dit bêta-thalassémie majeure ou bien la maladie de Cooley, c'est le monsieur qui a découvert la chose. Généralement, c'est une pathologie qui se déclare chez les patients homozygotes. Qui dit homozygote, c'est-à-dire qu'ils ont deux gènes qui sont mutés. Les deux gènes bêta, ils ont hérité un gène du maman, un gène du papa, et les deux gènes sont malades. Donc, du coup, ils ont zéro production de chaîne bêta d'hémoglobine. La chaîne bêta d'hémoglobine. Du coup, c'est des enfants qui vont se retrouver avec des chaînes alpha en excès, avec le relais qui va être pris par les chaînes gamma. Bien sûr, parce que la mutation, elle se porte au niveau de la chaîne bêta. Donc, du coup, avec le phénomène de switch que je vous ai expliqué tout à l'heure, ne pourra pas se produire. Donc, du coup, il y aura seulement uniquement de la chaîne gamma d'hémoglobine. Donc, il y aura seulement uniquement de l'hémoglobine totale, mais qui n'a pas la capacité ou là qui n'a pas les propriétés physiologiques de l'hémoglobine adulte. C'est pour ça que ces enfants, ils ont beaucoup de problèmes. Donc, sur le plan physiopathologique, on a dit que c'est un déficit qui se porte sur la chaîne bêta, avec une accumulation en précipitation des chaînes alpha libres en excès. Dans les érythroblastes, ça entraîne un avortement intramédulaire, donc c'est-à-dire sur des érythroblastes qui sont anormaux. Et dans les globules rouges, il y a une diminution de la survie. D'accord? Donc, l'anémie, elle a plusieurs mécanismes. Donc, d'abord par érythropoïèse inefficace, parce qu'il n'y a pas une hémoglobine, il n'y a pas la quantité suffisante d'hémoglobine pour pouvoir fabriquer des globules rouges. Il y a aussi une hyperémolyse périphérique parce que le peu de globules rouges fabriqués, c'est des globules rouges qui sont anormaux et du coup qui vont être dégradés au niveau du système réticulo-endothélial. C'est ce qu'on appelle une érythropoïèse qui est inefficace parce qu'il y a une destruction périphérique aussi importante qui va se faire là, pour le coup, au niveau de la rate, comme vous voyez, parce que là, c'est une situation d'hémolyse pathologique. Ça va commencer au niveau de la moelle et très rapidement, le système réticulo-endothélial médulaire va se retrouver dépassé et le relais va être pris par la rate et par le foie. Donc, chez des patients de ce genre, on va trouver des splomégalies et des hépatomégalie. Donc là, la formation de l'hémoglobine fœtale, il faut savoir que cette hémoglobine fœtale elle a la particularité d'être hyper affine à l'oxygène. Elle a une affinité très importante, donc elle va le larguer très difficilement au niveau des vaisseaux. Donc il y a l'oxygène qui est transporté, mais cet oxygène n'est pas relargué. Donc les tissus vont se retrouver dans une situation d'hypoxie. Donc cette situation d'hypoxie tissulaire va encore davantage stimuler la synthèse de l'érythropoïétine. L'érythropoïétine va augmenter cette érythropoïèse, va solliciter les érythroblastes médulaires pour fabriquer encore. Cette hyperplasie va entraîner ce qu'on appelle une déformation osseuse et tous les os qui sont censés fabriquer la moelle au niveau des os plats, au niveau de sternum, au niveau de tous les os plats, le bassin, le sternum et les vaisseaux plutôt les os du crâne vont se retrouver avec certaines à se modifier. Il y aura de ce fait-là un syndrome dysmorphique. Il y a une modification de la morphologie ou bien de la morphologie de la personne. Donc, morphologie du crâne, morphologie du sternum. Il y a plusieurs anomalies qui vont se voir. Ça, c'est mécanique physiopathologique. Donc, sur le plan clinique, normalement, vous allez tous me dire le tableau clinique de cette anémie hémolytique congénitale, de cette bêta-thalassémie majeure, ou bien de cette maladie de Cooley. Vous allez tous me dire ce tableau clinique parce que, bon, d'après la physiopathologie, vous allez tous me dire le tableau clinique. Hein. Allez-y à vos claviers. Et au moins une petite réponse. Spléno-hépato, déformation osseuse, très bien. Très bien. Anémie, parfait. Vous êtes le troisième signe. Et voilà, l'anémie, très bien. Encore. Où sont les autres? On est 35 là. Dysmorphie, pâleur, dyspnée. Très bien. Il y a 5 cliniques qui manquent. Enfin, important, on va dire. Retard stature pondérale, très bien. Un retard stature pondérale, parfait. Splénomégalie, oui. Angor, ça fait partie du syndrome anémique.
Licteur, très bien, parfait. Donc voilà, je réponds. Très bien, vous avez donné tous les signes, bravo. Donc juste pour un petit regroupement syndromique, la clinique, il faut toujours garder en tête la triade hémolytique complète. La triade hémolytique, il y a les trois syndromes. Il y a le syndrome anémique, il y a l'ictère et il y a la splénomégalie. Pour ça, c'est une triade. Parfois, elle est complète, parfois, elle est incomplète, c'est-à-dire un des éléments peut manquer dans certaines pathologies. On va voir ça par la suite. Donc, le syndrome anémique, vous avez la pâleur, vous avez l'asthénie, vous avez la tachycardie, vous pouvez avoir, longueur d'effort, la splénomégalie qui va augmenter progressivement. On peut avoir de l'hépatomégalie, l'ictère généralement cutanéo-conjonctival. On trouve aussi un retard stature-pondéral parce que l'oxygénation des tissus ne se fait pas correctement. Et on a une susceptibilité par rapport aux infections. Il y a un syndrome dysmorphique. Donc ce syndrome dysmorphique, comme vous voyez, c'est un aspect, ce qu'on appelle pseudo-asiatique, pseudo-mongolien. Il y a une saillie des pommettes, vous voyez là, avec la saillie de l'os zygomatique, c'est l'os de la joue. Donc on a une saillie des pommettes. Vous avez une bosse frontale, une bosse occipitale. Il y a ce qu'on appelle un hypertélorisme, c'est-à-dire l'élargissement ou l'augmentation de l'espace interoculaire. Et vous avez un élargissement de la base du nez. Donc là, vous voyez un élargissement vraiment de la base du nez. Il y a quand même aussi une désarticulation dentaire parce que cette anomalie va toucher aussi tous les os où est censé, enfin les os qui sont censés fabriquer de la moelle osseuse. Là, à droite, vous avez une image radiographique, je vais vous le montrer par la suite. Donc le diagnostic biologique, la formule, elle est primordiale. Donc on va trouver logiquement une anémie. Le plus souvent, c'est une anémie sévère, inférieure à 7 grammes. C'est une anémie microcytaire, hypochrome microcytaire. Pourquoi? Parce qu'il y a un défaut de synthèse d'hémoglobine. Donc les mitoses sont vraiment très importantes pour essayer d'atteindre les 33%. Donc c'est une anémie qui est microcytaire hypochrome, mais elle est régénérative. Elle est due régénérative parce que c'est une anémie périphérique, elle n'est pas centrale. Il y a quand même une régénération pour essayer de compenser le déficit. Malheureusement, cette compensation ne se fera jamais. Donc, on a l'hémolyse, les signes biologiques de l'hémolyse, on a l'hyperbilirubinémie, on a l'augmentation de la bilirubine totale avec l'augmentation de la bilirubine indirecte ou bien la bilirubine non conjuguée ou bien la bilirubine libre. Il faut faire la part des choses. L'hémolyse thalémato, l'hémolyse congénitale ou bien acquise, il y a une augmentation de la bilirubine non conjuguée, c'est-à-dire avant la conjugaison. Par contre, le syndrome de cholestase, c'est un ictère à bilirubine conjuguée où la conjugaison se fait normalement, mais l'obstacle va se faire après le temps, on va dire. D'accord? Donc les LDH sont augmentés et l'haptoglobine est effondrée. Pourquoi LDH? Il faut savoir que les LDH se trouvent au niveau de plusieurs cellules, notamment au niveau du globule rouge. Si vous voyez le contenu de globule rouge, vous allez trouver les LDH à l'intérieur avec une concentration assez importante. Donc du coup, quand on a une destruction, il y a la libération du LDH et l'augmentation du LDH fait partie notamment de syndrome de regroupement pas regroupement biologique, comment dirais-je, mais de l'hémolyse, le syndrome de l'hémolyse, on va dire, biologiquement parlant. L'haptoglobine est effondrée, donc l'haptoglobine c'est la protéine de transport et le fer sérique il est généralement ferritinée augmenté. Bon, le fer sérique il peut être normal au début, mais par la suite il y a une augmentation. Une question pareille, si vous allez dire, bon c'est vrai que moi je déteste ce genre de QCM où le fer sérique peut être normal parce que le fer sérique réellement il peut être normal. Est-ce que c'est une question piège ou là autre chose, je ne sais pas. Il peut être normal au début, mais après par la suite il y a une augmentation de fer sérique et de la ferritémie parce qu'il y a l'augmentation, une destruction qui est assez importante. Le profil électrophorétique, il est très important. Donc, je vous ai dit qu'il y a une absence totale de l'hémoglobine, plutôt de la chaîne bêta. Donc, du coup, l'hémoglobine adulte, l'IHIA alpha 2, bêta 2, elle n'existe pas. Il y a une prédominance de l'hémoglobine totale qui est majoritaire jusqu'à 98%. L'hémoglobine A2, elle est en quantité variable. Là, pour pouvoir poser le diagnostic positif, il faut faire l'enquête familiale, c'est-à-dire de demander l'électrophorèse chez les deux parents. Donc, chez les deux parents, on trouve une augmentation de l'hémoglobine A2 supérieure à 3,5%. Chez les deux parents, ça c'est très important. Il y a une question plurisidane qui dit le diagnostic positif, je dis bien et je redis, le diagnostic positif
de la maladie de Cooley, c'est bien ça. C'est l'enquête familiale avec le profil électrophorétique chez deux parents. C'est l'examen qui permet de poser le diagnostic positif et à partir de là, on est sûr que les deux parents sont porteurs du gène. Donc sur le plan radiologique, je vous ai dit, c'est l'image en poil de brosse. Là, voilà, c'est l'image en poil de brosse à gauche. À droite, vous voyez une hyperplasie médulaire. Là, c'est au niveau des os médulaires, ça c'est une coupe de l'os du crâne. Et vous voyez que là, vous voyez que ces cavités qui sont normalement, dans la majorité des cas, à l'âge adulte graisseuses, parce que à l'âge adulte, la production va se faire au niveau principalement du sternum et au niveau du bassin. C'est pour le coup, c'est pour ça on fait la ponction de moelle à ces deux niveaux-là. Bon, c'est vrai que j'imagine mal faire une ponction de moelle au niveau du crâne, franchement. Ce sera catastrophique. Là, donc, à gauche, vous voyez l'image en poil de brosse. Vous voyez, voilà, le précurseur, le curseur, le précurseur. Le curseur, là, vous voyez, donc ça, c'est l'image en poil de brosse. C'est comme une brosse. D'accord? Donc là, c'est une petite plaque. C'est une petite plaque sur les signes de régénération avec augmentation de réticulocytose, avec une augmentation des érythroblastes médulaires. Là, à gauche, en bas, vous voyez la coloration par le bleu de crédit qui permet de mettre en évidence les réticulocytes adhésives pour vous. C'est ce qu'on appelle la polychromatophilie, c'est des signes de régénération médulaire. Et à droite, là, vous voyez une augmentation du nombre des érythroblastes. Les érythroblastes, ce sont les cellules nucléées. Je vais vous les montrer avec le curseur. Moi, ce sont les précurseurs des globules rouges. Donc ça, c'est des érythroblastes, érythroblastes. Là, c'est un PNN avec ses précurseurs. Et là, vous voyez des érythroblastes. Donc, il y a plusieurs stades de maturation. Si on va s'amuser à vous montrer, il y a les stades. Par exemple, là, c'est les rétroblastes acidophiles, là où je mets le curseur. Avec un cytoplasme qui est pratiquement rose, qui ressemble à un globule rouge. Cet érythroblaste acidophile va expulser son noyau pour donner naissance à un rétique qui va séjourner dans la circulation et qui va donner naissance par la suite à un globule rouge mature. D'accord. Donc là, on va parler des bêta-thalassémies intermédiaires. L'entité de la bêta-thalassémie intérieure, vous la gardez juste pour vous. C'est pour la culture générale. Parce que la thalassémie et la bêta-thalassémie intermédiaire, c'est une entité clinique et pas biologique. C'est des patients, c'est-à-dire qui peuvent être soit hétérozygotes sur le plan génétique ou bien homozygotes, mais qui ont une pathologie prononcée, mais une prononcée de ZEF. Donc, c'est-à-dire que c'est une forme qui est vraiment intermédiaire entre la bêta-thalassémie majeure, la forme homozygote, la maladie de Cooley, et entre la forme mineure. D'accord? Donc, et entre la forme mineure. Ça, vous le gardez pour vous. Donc là, maintenant, je vais vous parler de la bêta-thalassémie, mineure, la bêta-thalassémie mineure ou bien la bêta-thalassémie hétérozygote. Donc la forme mineure ou bien la forme hétérozygote. Cette forme, c'est-à-dire que on a un seul gène qui est muté, un seul gène qui est malade, le deuxième gène, il fonctionne normalement. Donc, du coup, il y a une diminution de 50% environ de cette chaîne bêta normale. Mais maintenant, je dis que l'absence totale, donc du coup, la pathologie ou bien la symptomatologie clinique, elle est vraiment très, très discrète. D'accord. Donc, généralement, sur le plan clinique, c'est des patients, la majorité des cas asymptomatiques. Parfois, c'est des patients qui peuvent se plaindre de petites anémies. Parfois, à l'examen clinique ou à l'occasion d'un examen radiographique, on découvre une petite splénomégalie, vraiment une petite splénomégalie. Sur le plan biologique, généralement, soit c'est des patients qui ont un taux d'hémoglobine normal, parfois. Mais par contre, ils ont une petite pseudopolyglobulée. À l'âge pseudopolyglobulée, il y a une petite augmentation du nombre de globules rouges, mais avec la particularité d'être microcytaire, hypochrome, avec une petite régénération, c'est-à-dire le taux de rétique parfois à la limite supérieure de la normale. Parfois, on peut trouver des petites anémies qui sont vraiment très minimes, environ 11 grammes, 10 grammes, qui est microcytaire, hypochrome. Et là, c'est le profil électrophorétique qui va faire la part des choses, et on trouve un taux d'hémoglobine A2 supérieur à 3,5, mais
Mais le reste, c'est tout à fait normal. C'est-à-dire l'hémoglobine adulte est normale, elle est vraiment majoritaire. Et parfois, l'hémoglobine fœtale de 1 à 3%, vraiment pas très important. Pour ça, ces patients n'ont pas de symptomatologie clinique parce qu'ils ont quand même une synthèse assez importante de l'hémoglobine adulte, ce qui leur permet une vie normale. Donc maintenant, je vais vous parler de la prise en charge thérapeutique. La prise en charge thérapeutique, la prise en charge thérapeutique, elle touche beaucoup plus la forme majeure. La forme intermédiaire, c'est vraiment très spécialisé. La forme mineure, c'est beaucoup plus le conseil génétique et le conseil génétique pour éviter que cette personne se marie dans le futur avec une personne porteuse du gène, pour éviter qu'il y ait des homozygotes dans la famille. Sinon, c'est la prise de l'acide folique 10 jours par mois pour les patients qui sont hétérozygotes. Pour la forme majeure, une prise en charge vraiment multidisciplinaire s'impose. Pourquoi? Donc là, pourquoi? C'est afin de maintenir, parce que les patients qui ont une maladie de Coulée, ils ont une anémie assez sévère. Généralement, c'est une anémie inférieure à 7. Et quand il s'agit des enfants, ça va empêcher une croissance stature-pondérale tout à fait normale. Donc, ça va se retentir sur la vie sociale, sur la vie, sur l'organisme, sur le corps, somatiquement, psychologiquement, sur la vie sociale aussi. Donc, ça va donner beaucoup de complications. Et aussi, la prise en charge s'impose, c'est pour éviter cette érythropoïèse, cette stimulation nodulaire excessive qui est responsable de syndrome dysmorphique, et cette hémolyse inefficace périphérique qui est responsable de la splénomégalie et l'hépatomégalie. Pour stopper tout ça, il faut mettre le patient sous un programme transfusionnel. Programme transfusionnel, c'est-à-dire, il faut faire des dates bien précises pour ce support transfusionnel. Et généralement, on fait des transfusions toutes les 3 à 4 semaines, à raison de 15 jusqu'à 20 cc par kilo, chaque 3 à 4 semaines. D'accord? Donc, afin de maintenir un taux d'hémoglobine entre 9 à 10 grammes, afin pour essayer d'assurer une vie normale à cet enfant. La chélation en fer, elle s'impose parce qu'il y a une hyperféritinémie qui va s'installer rapidement. La chélation, il y en a beaucoup. Il y a la chélation injectable, le despéral. Il y a la chélation orale, qui met par exemple des Jade. Prévention de l'hépatite B par la vaccination. La splénectomie, elle s'impose en situation d'hypersplénisme. L'hypersplénisme, c'est-à-dire que si on va arriver à un stade d'inefficacité transfusionnelle, on transfuse, mais c'est-à-dire inefficacité transfusionnelle, c'est-à-dire qu'avec ce régime transfusionnel de 15 cc par kilo toutes les 3 à 4 semaines, on n'arrive pas à tenir. On transfuse aujourd'hui 15 cc par kilo, il revient 3 jours après avec un taux d'hémoglobine à 5. Donc du coup, là, on va se dire qu'il y a un problème. Soit il y a une allo-immunisation qui est généralement dans le risque est vraiment réduit parce qu'on transfuse par du sang phénotypé. Sinon, c'est l'hypersplénisme qui s'installe, surtout quand on a une rate assez importante qui dépasse généralement les 10 cm de débord splénique. Là, vraiment, il faut penser à cette splénectomie. Donc, il dit splénectomie, dit vaccination très importante. Transplantation de la moelle dans certains cas et le traitement des complications, parce qu'il y a beaucoup de complications qui vont s'installer. Le fer va se déposer un peu partout au niveau des glandes endocrines, donc on va assister à un diabète qui est insulino-dépendant par dépôt de fer au niveau du pancréas. On a le dépôt de fer au niveau des autres glandes endocrines, donc du coup on va assister parfois à des aménorrhées avec des perturbations FSH, LH. Au niveau de la thyroïde, on a généralement des hypothyroïdies assez importantes. Donc du coup, il y a tout ce cortège de complications et toutes ces complications qui doivent être prises en charge. Le conseil génétique, il est vraiment très, très, très important. Donc là, avant de passer aux alpha-thalassémies, il y a une petite question pour la pseudo-polyglobulie. Je vous ai dit qu'il y a une stimulation de la fabrication des globules rouges. Il y a une hyperproduction des globules rouges parce qu'il y a une hypoxie périphérique, il y a stimulation de l'EPO, érythropoïétine, qui est l'hormone, le facteur de croissance principal de l'érythropoïèse, et ce qui va stimuler la synthèse de globules rouges. Donc on a une fabrication d'une grande quantité, mais c'est des globules rouges qui sont malades, qui sont inefficaces, qui ont une durée de vie inférieure à 120 globules rouges et qui contiennent à l'intérieur
un type d'hémoglobine qui est incapable on va dire, de lâcher l'oxygène pour les tissus. C'est une hémoglobine qui est hyper affine à l'oxygène et qui va encore aggraver le problème et on va tomber dans un cercle vicieux. Voilà, donc cette pseudo-polyglobulie, elle dans la forme hétérozygote et pas dans la forme majeure. Vous allez tous me poser la question. Dans la forme majeure, cette destruction des globules rouges périphériques, elle est assez massive parce que vous voyez qu'il y a suffisamment, enfin, il y a rien, il n'y a pas d'hémoglobine adulte. Et donc, il n'y a pas, la destruction, elle est assez massive. Donc, la destruction, elle dépasse la production. Par contre, dans les formes mineures, il y a quand même cette production qui est là et cette destruction qui est minime. Donc, c'est pour ça, on a cette pseudo-polyglobulie. Voilà, donc pour ça c'était la prise en charge thérapeutique. Maintenant les alpha-thalassémies. Les alpha-thalassémies, c'est une anomalie aussi quantitative. Donc il y a une mutation de gène alpha. Donc vous savez que les gènes alpha sont en nombre de 4. Il y a 2 gènes sur chaque chromosome 16. Vous avez le gène alpha 1 ou vous avez le gène alpha 2, c'est-à-dire on hérite 2 gènes alpha d'un parent et 2 gènes alpha de l'autre parent. Donc du coup, là c'est une anomalie aussi quantitative en fonction et le tableau clinique il dépend de la sévérité de mutation, bien du nombre de gènes mutés. Si on a par exemple la mutation des 4 gènes alpha, il n'y a pas la fabrication de 0 gène alpha. Voilà ce qu'on appelle la forme de l'hydroxyfétalie. C'est une forme qui est incapable avec incompatible avec la vie et on va assister à un anasarque fœtomaternel. Il y a la mort in utero. Il y a la deuxième forme avec la mutation de 3 gènes et un seul gène qui reste fonctionnel. Et on a la forme de l'hémoglobinose H. Il y a la forme qui est vraiment alpha-thalassémie mineure où 2 gènes sont fonctionnels, 2 autres mutés. Il y a vraiment la forme silencieuse où un seul gène est muté, les 3 autres sont fonctionnels. Et là, c'est une forme qui est vraiment asymptomatique. Voilà. Donc maintenant, je vais parler de la drépanocytose. La drépanocytose, c'est une anomalie qui est qualitative, anomalie pas quantitative, c'est-à-dire que l'hémoglobine elle est synthétisée, mais c'est une hémoglobine qui est anormale. Donc pourquoi c'est une hémoglobine qui est anormale? Il y a le remplacement, il y a un remplacement d'un acide aminé par un autre, ou l'acide glutamique en position 6 est remplacé par une valine. Et ça va donner naissance à une hémoglobine anormale, c'est l'hémoglobine S, qui est caractéristique de la drépanocytose. Il faut savoir que c'est l'hémoglobinopathie la plus fréquente en France. Donc sur le plan génétique, bon, je vous ai expliqué ça. C'est la transmission, elle est toujours autosomale récidive parce que ça ne touche pas des chromosomes sexuels. Sur le plan physiopathologique, donc cette hémoglobine S, ou bien second, donc elle a une particularité de se polymériser à l'état désoxygéné et ce qui va donner naissance à une falciformation, donc qui va donner naissance à des globules rouges en fossiles, qui malmengent. Ces globules rouges en fossiles ont une adhésivité binatome, une capacité d'adhérer les unes aux autres qui est vraiment très très importante. Donc ça va faire comme ce qu'on peut imaginer comme des petits thrombus au niveau de la circulation, surtout au niveau des petits vaisseaux, ce qui va donner ce qu'on appelle des formes de thrombose. Et ces petits thrombus responsables de cette coupure de la circulation va donner naissance à ce qu'on appelle des crises vaso-occlusives qui sont caractéristiques de la pathologie. Cette polymérisation va se trouver, elle va pas se voir à l'état de repos, mais dans certaines situations particulières, situations de désoxygénation, situations de stress oxydatif, c'est-à-dire par exemple chaleur excessive, c'est-à-dire hypoxie, altitude, c'est-à-dire infection. Donc tout ça, ça peut déclencher cette polymérisation et cette falciformation des globules rouges. Voilà. Donc ce qui entraîne le ralentissement de la circulation avec la formation des thromboses. Donc le tableau clinique de la drépanocytose, il varie en fonction en fait de l'âge. Il y a le tableau clinique de l'enfant, il y a le tableau clinique de l'adolescent généralement, et il y a le tableau clinique de l'adulte. Les tableaux cliniques diffèrent. D'accord? Donc il faut savoir que
enfin, durant l'enfance, il y a le tableau clinique Thymala-bêta-thalassémie, pardon, il y a la triade hémolytique complète, c'est-à-dire il y a le syndrome anémique, il y a l'ictère, il y a la splénomégalie. En plus de ça, il y a un signe clinique qui est très important, ce qu'on appelle le syndrome Napier. Ce syndrome Napier, c'est quoi? C'est la traduction d'une crise vaso-occlusive, c'est-à-dire qu'il y a une falciformation, formation de petits thrombus qui va boucher la circulation au niveau généralement la petite circulation et la prédilection de ces petits vaisseaux, c'est au niveau des os. C'est un siège de prédilection pour cette falciformation, ce qui donne des crises osseuses très importantes. C'est comme de petites nécroses, on va dire. C'est des nécroses osseuses parce que ce sont des vaisseaux qui sont vraiment de très petit calibre, ce qui donne des douleurs vraiment très importantes. Généralement, ce syndrome Napier est révélateur de la maladie, généralement chez le nourrisson. Donc voilà, avec une impotence fonctionnelle. Donc sur le plan biologique, on a une anémie qui est assez sévère. C'est une anémie qui est normocytaire, normochrome, parfois légèrement macrocytaire. Pourquoi les normocytaires légèrement macrocytaires? Donc déjà qu'il y a une falciformation, donc on a généralement une situation de normocytes. Il y a une hyperproduction importante des réticulocytes et voilà des réticulocytes. Donc il faut savoir que les réticulocytes ont un petit gain de surface qui est environ de 10% par rapport au globule rouge adulte, globule rouge mature. Donc du coup, on peut noter une petite macrocytose et qui est toujours régénérative parce que c'est une anémie qui est périphérique. Le produit de sang périphérique là, il est primordial. Il permet de mettre en évidence ce qu'on appelle des drépanocytes. Ce sont des cellules falciformes, des cellules en fossile, comme tu confirmes maintenant, des globules rouges minjaliyines, voilà. Donc là, vous avez des globules rouges qui sont là normaux. Et vous avez une petite polychromatophilie qui est due à la régénération. Les deux, c'est les plaquettes. C'est juste pour les petites taches à dos mauve. Les deux, ce sont des plaquettes qui sont un peu grosses. Là. Voilà. Regardez, elle est plus grosse. Donc voilà. Alors, le profil électrophorétique, il est primordial. Il permet de mettre en évidence l'hémoglobine S, qui est majoritaire. C'est une hémoglobine anormale de 70 à 90%. L'hémoglobine A2, elle a une concentration normale. Et l'hémoglobine A et l'hémoglobine adulte, elle est absente complètement. L'hémoglobine A2, elle a une concentration normale. À l'âge, l'hémoglobine adulte, elle est absente parce que vous savez qu'il n'y a pas cette chaîne bêta normale. C'est une hémoglobine qui est tout à fait anormale. L'hémoglobine fœtale, elle est là, mais pas dans la concentration varie en fonction de l'âge, comme je vous ai dit. La concentration finale, elle est à l'âge de 12 mois de l'hémoglobine fœtale. L'enquête familiale, elle est majoritaire. Elle permet de mettre en évidence la présence de cette hémoglobine anormale chez les deux parents. Les deux parents, c'est-à-dire la mère et le père, avec une concentration de 35 à 45. Je pense que c'est bon. Oui, c'est bon, docteur. Parfait, très bien. Donc du coup, là, on a parlé de tableau clinique de la drépanocytose. On a parlé de premier tableau clinique, c'est-à-dire de 3 mois à 4 ans. Donc on a parlé de la triade hémolytique avec la présence de crise vaso-occlusive. À partir de 4 à 15 ans, il y a une petite particularité clinique. C'est quoi la particularité clinique à votre avis? À partir de 4 ans. Il doit y avoir une petite particularité clinique dans le tableau clinique. Il y a quelque chose qui va manquer. À votre avis? Je suis toute seule ou quoi? La splénomégalie, très bien, bonne réponse. J'espère que je suis sur la plaque, je pense que oui. Donc voilà, pourquoi cette particularité clinique assez particulière,
On va dire pourquoi il y a la disparition de cette splénomégalie. Vous savez que tous les globules rouges vont traverser le système réticulo-endothélial, notamment splénique. Il y a le passage, il y a des micro-infarcissements, il y a des petites falciformations, des petites thrombus qui vont se produire là-bas. Et du coup, on va assister à des petits infarcissements au niveau de la rate. Et au fur et à mesure, très bien, donc il y a des petits infarctus spléniques. Parce que là, l'Adam, je pense. Sauf que là, l'Adam c'est tout. Vous entendez les oiseaux aussi. Voilà, donc je pense que ça va, vous allez mieux m'entendre maintenant. Donc je vous ai dit qu'à partir de l'âge de 4 ans, la seule particularité c'est la disparition de cette splénomégalie. Pourquoi? Par micro-infarcissement. Donc il y a des petits micro-infarcissements qui vont se produire et à partir de là, on va perdre la rate progressivement. Donc il y a la particularité clinique de la splénomégalie, plutôt de la drépanocytose, c'est qu'au début, il y a splénomégalie. Et par la suite, cette splénomégalie va disparaître. Et on aura une triade hémolytique incomplète. C'est-à-dire qu'il n'y a que le syndrome anémique avec l'ulcère. Il faut savoir que pour la drépanocytose, il y a un retard beaucoup plus pondéral, mais naturalement. Généralement, c'est un aspect clinique assez particulier, géotoile, et ils sont grands de taille, ils sont vraiment avec des membres qui sont longs et grêles. Ils ont une particularité clinique assez importante. Il faut savoir que à ce stade-là, bon, il y a une question par rapport à la rate. Je vous ai dit que la rate va disparaître par micro-infarcissement, parce que ces petites crises vaso-occlusives qui se produisent au niveau osseux peuvent se produire au niveau splénique, parce qu'il y a des vaisseaux vraiment de petit calibre. Il y aura des petits infarcissements. Ces petits infarcissements vont faire disparaître la rate progressivement. D'accord? Donc, en plus de ça, on a les accidents vaso-occlusifs qui vont continuer à exister. Les accidents osseux vont devenir vraiment très importants. Et il y a quand même aussi des infections à répétition. Il y a une susceptibilité aux infections qui est très importante dans la drépanocytose. À partir de l'âge de 15 ans, c'est les complications dégénératives qui vont représenter le chef de file de tableau clinique de la drépanocytose. La triade hémolytique, elle est toujours incomplète. Il y a le syndrome anémique avec les crises vaso-occlusives. Par contre, les crises vaso-occlusives osseuses vont devenir, on va dire, moins importantes. On ne sait pas pourquoi. Peut-être en grandissant, les enfants vont devenir plus conscients, plus par rapport à la pathologie, pour éviter les gestes qui peuvent déclencher les crises vaso-occlusives. La rate va disparaître et on va passer carrément à une asplénie. Par contre, les complications dégénératives à cet âge-là vont commencer à se produire d'une façon très importante. L'atteinte rénale, les nécroses aseptiques de la tête fémorale par exemple, les nécroses aseptiques osseuses. Il y a beaucoup de complications. C'est à partir de 15 ans, c'est la période des complications pour la drépanocytose adulte. Pour la biologie, c'est toujours la même chose, avec l'anémie normo voire macrocytaire et régénérative, la présence des hématocytes falciformes à ophrotie. Le bilan d'hémolyse qui est toujours positif, bilirubine totale augmentée, bilirubine indirecte, LDH, l'aptoglobine aussi qui est effondrée, et le profil électroporétique est toujours le même. Donc, je vous ai dit que l'hémoglobine F est majoritaire, l'hémoglobine A2 est tout à fait normale, et l'hémoglobine fœtale est dans la concentration variée en fonction de l'âge, avec l'hémoglobine adulte qui est absente. Ça, c'est vraiment très important. Dans le diagnostic positif, je vous ai dit, c'est toujours l'électroporèse des deux parents. L'enquête génétique. D'accord? Donc maintenant, la prise en charge de la drépanocytose. Il faut savoir que la prise en charge de la drépanocytose,
c'est une conférence tout entière. Parce que plutôt le traitement de la drépanocytose préalable, le traitement préventif, c'est pour éviter les règles hygiéniques, éviter ces crises vaso-occlusives. En arrivant au traitement de ces crises vaso-occlusives, et dernièrement, c'est le traitement de fond de la pathologie pour essayer de traiter ce genre de patients, proposer un traitement qui pourrait guérir ces patients, si c'est possible. Donc maintenant, je commence par le traitement préventif parce que vous pouvez faire un jour un autre, faire un drépanocytaire. Donc il y a des mesures hygiéniques à respecter. Premièrement, c'est éviter tout ce qui est les bains, le bain mort par exemple, éviter les bains solaires, éviter l'exposition au soleil, notamment à la plage entre midi et 16 heures. Il faut boire beaucoup d'eau dans le froid que comme dans la chaleur. Vous savez que ça donne une déshydratation. Donc il faut environ 3 litres mètres carrés. Donc pour un patient adulte, c'est minimum 5 litres d'eau par jour en été et en hiver. Éviter le port par exemple de vêtements serrés. Éviter de faire un effort très important. Par exemple, tout ce qui est sport intense est contre-indiqué chez le drépanocytaire. Donc pour faire une activité sportive, on peut faire la marche, on peut faire la natation dans des conditions climatiques bien sûr adéquates. Donc tout ça, ce sont des règles à proposer aux patients drépanocytaires pour éviter les crises vaso-occlusives. Dès qu'il y ait une infection, il faut la traiter parce que l'infection va augmenter la falciformation des globules rouges. Donc ça, c'est tout ce qui est règles hygiéniques ou bien les mesures préventives, la vaccination notamment pour le patient asthénique, la vaccination anti-pneumocoque, anti-méningocoque, anti-hémophilus. Ça, c'est important. Par la suite, on a le traitement de la crise drépanocytaire. Pour le traitement de la crise, le premier volet thérapeutique, c'est l'hyperhydratation. Donc on passe à 3 litres mètres carrés par voie intraveineuse, c'est-à-dire par alternance de sérum salé et de sérum glucosé. La correction de tout ce qui est mesure plutôt de tout ce qui est troubles hydroélectrolytiques, les dyscalinies, les dysnatriémies, l'oxygénation pour améliorer l'oxygénation des tissus, le repos ou chaud, c'est-à-dire une température assez moyenne, on va dire. Pas très chaud, pas très froid. Traitement des facteurs déclenchants, s'il y a une infection, il faut traiter cette infection. La transfusion, il faut savoir le volet transfusion dans la drépanocytaire, ça passe de la transfusion simple jusqu'aux échanges transfusionnels. Donc quand on a une anémie assez sévère, on peut proposer aux patients une transfusion anémie occupée. Donc on peut proposer l'année occupée. Pardon. Donc on peut proposer une transfusion simple aux patients, comme on peut proposer un échange transfusionnel. Donc il dit échange transfusionnel, pardon 2 secondes. Donc voilà, pour proposer, je vous ai dit par rapport à la transfusion, donc ça peut passer par la transfusion simple, donc transfusion simple quand on a une anémie sévère, et on peut proposer aux patients aussi ce qu'on appelle l'échange transfusionnel. Donc échange transfusionnel, le principe c'est quoi? C'est en fait, c'est ce qu'on appelle, c'est le fait de faire une saignée, c'est-à-dire débarrasser le patient de ce sang entre parenthèses malade, et transfusé avec un sang qui est tout à fait normal. Donc, ce qu'on appelle l'échange transfusionnel. Il faut savoir que l'échange transfusionnel a 2 buts. Faire baisser le taux d'hémoglobine S, parfois à un taux inférieur à 25% ou là inférieur à 45%. Et ça, c'est en fonction de la pathologie. Donc, si par exemple on met devant une crise vaso-occlusive assez sévère, on va viser inférieur à 25%. Si on a une crise vaso-occlusive simple qui ne répond pas au traitement, l'hyperhydratation, le traitement antalgique et le traitement antibiotique s'il y a une infection qui fait le facteur déclenchant, on peut passer à ce volet de l'échange transfusionnel. Donc ça, c'est juste au but. Dernier traitement, c'est ce qu'on appelle le contagionique. C'est très important pour éviter la consanguinité, éviter l'apparition
l'apparition des formes majeures chez les enfants. Donc voilà, c'est la drépanocytose. On parlait de tableau clinique de la drépanocytose majeure. Maintenant, un petit mot sur la drépanocytose hétérozygote. Qui dit hétérozygote, c'est-à-dire que ce patient a pris un gène malade de un des parents, le deuxième gène est tout à fait normal. Donc c'est des patients qui sont le plus souvent asymptomatiques en dehors, c'est-à-dire dans la situation normale, mais dès qu'il y a parfois un facteur déclenchant, une chaleur très importante, une infection, situation de grossesse, situation assez particulière, ça peut déclencher une petite symptomatologie, quelques crises vaso-occlusives, mais dans la majorité des cas, c'est des patients qui sont asymptomatiques, d'accord? Voilà, donc sur le plan électrophorétique, ils ont un taux d'hémoglobine F de 45%. Et là, la prise en charge, c'est beaucoup plus le conseil génétique avec les mesures hygiéno-diététiques. Elles sont très importantes. Là, donc, je vais voir quelques plaques encore pour la sphérocytose héréditaire. Donc, sphérocytose héréditaire ou bien la maladie de Minkowski-Shofar. C'est une anémie hémolytique congénitale qui est due à une anomalie. Soit c'est une anomalie quantitative de la membrane, soit une anomalie qualitative. Quantitative, c'est-à-dire qu'il y a un déficit en synthèse de certaines, une ou deux protéines, soit des protéines transmembranaires ou bien des protéines de cytosquelette, soit c'est une anomalie qualitative, c'est-à-dire que la protéine elle est synthétisée, elle est là, mais elle ne fait pas sa fonction normalement. Donc du coup, cette biconcavité, cette forme discoïde du globule rouge n'est pas là. Et du coup, donc c'est un globule rouge qui va devenir sphérique, qui va faire entrer l'eau, qui va être détruit au niveau de système réticulo-endothélial. Donc, ce qui va entraîner une destruction, voilà, donc de ces globules rouges. Il faut savoir que s'il y a une pathologie qui peut être diagnostiquée à n'importe quel âge, c'est la sphérocytose héréditaire. On peut diagnostiquer cette pathologie à l'âge, chez l'enfant, on peut la diagnostiquer chez l'adolescent et parfois chez l'adulte. D'accord? Donc, voilà, c'est une anémie hémolytique corpusculaire, elle est toujours héréditaire, elle est autosomale, dominante dans la majorité des cas, contrairement aux thalassémies et à la drépanocytose qui sont récessives. Et voilà, donc il y a une augmentation de la perméabilité, je vous ai expliqué ça. Donc, il y a plusieurs variétés. Bon, il y a la maladie de Minkowski-Shofar. Donc, le plus souvent, sur le plan clinique, elle peut se voir à tout âge. On a la triade hémolytique complète, c'est-à-dire le syndrome anémique, l'ICFER et la sténomégalie. Sur le plan examen paraclinique, on a une anémie normocytaire, normocrampe, voire même un petit peu macrocytaire régénératif. Le reste est tout à fait normal. Sur le plan photique de sang, on a la présence de sphérocytes avec la disparition j'espère que j'ai trouvé une image là. Voilà, donc il y a une disparition de ce qu'on appelle avec le centre clair. Là, si vous voyez par exemple, là, c'est un globule rouge qui est tout à fait normal. Il y a avec le centre clair à l'intérieur, où on périphérie c'est foncé. À l'intérieur, il y a un petit centre clair. Ça témoigne de la forme discoïde et de la biconcavité du globule rouge. D'accord? Donc, quand ça disparaît, là, ça témoigne d'une sphérocytose. Par exemple, là, l'image. Si vous voyez ici, ça c'est un sphérocyte, par exemple. Aussi c'est un sphérocyte. Voilà, donc il y a une disparition du centre clair. Donc pour le reste, là, c'est une elliptocytose, c'est la stomatocytose, c'est aussi d'autres formes d'anomalie de la membrane. Alors, le bilan démolysé est aussi positif, c'est-à-dire LDH, hémoglobine qui est effondrée, LDH augmenté, bilirubine totale, bilirubine indirecte augmentée. Voilà, donc il y a le test qui permet de poser le diagnostic, il y a plusieurs tests en fait. Il y a d'abord le test de résistance globulaire aux solutés salées, c'est-à-dire aux solutés hypotoniques, parce qu'il y a une fragilité assez importante de ces globules rouges. Donc le globule rouge à l'état physiologique, il a un certain seuil de lyse dans des solutés hypotoniques qui vont faire rentrer l'eau d'une façon massive, mais le globule rouge sphérocytaire, c'est-à-dire dans la sphérocytose héréditaire, c'est un globule rouge qui est très fragile, qui va faire entrer l'eau vraiment très rapidement, et du coup, donc, c'est un globule rouge qui va être détruit aussi très rapidement. Voilà, donc, et voilà, donc je pense que on a fini.
Donc voilà. Et bon, il y a une question par rapport voilà, l'austérité à la naissance de plus. Bon, il y a plusieurs questions. Donc voilà, comment expliquer l'âge de découverte en fonction. En fait, pourquoi? Parce que dans la sphérocytose héréditaire, là, je vous ai expliqué, c'est en général. Mais dans la sphérocytose héréditaire, il y a plusieurs tableaux cliniques. Il y a, par exemple, il y a la sphérocytose héréditaire en cas d'anomalie quantitative de protéine 3. C'est une maladie qui est assez prononcée et dans ce cas-là, généralement le diagnostic est posé à l'enfance. Quand on a par exemple une atteinte d'une protéine assez importante, assez imposante dans la structure membranaire, si on a la protéine 3 par exemple. S'il y a une atteinte de la spectrine, c'est aussi une pathologie qui est assez prononcée. Dans le diagnostic, généralement la pathologie elle est découverte à l'enfance. Par contre, si on a une anomalie de la protéine de l'actine ou de la protéine 4.1, c'est des protéines qui ne jouent pas un rôle vraiment très primordial comme la protéine 3 ou bien comme la spectrine dans le cytosquelette donc du globule rouge. Et c'est pour ça le tableau clinique ou l'âge de découverte est vraiment très variable. Donc c'est pour ça on dit que la sphérocytose héréditaire est la seule pathologie dans les anomalies hémolytiques congénitales où le diagnostic peut être posé à n'importe quel âge. C'est une maladie aussi génétique. Le gène est codé, mais je n'ai pas volé parce que les gènes des protéines, là si je vais m'amuser à le chercher, la protéine 3 elle est codée dans un gène, la spectrine elle est codée dans un autre. Il y a plusieurs, il y a plusieurs gènes qui peuvent être atteints. Alors, on ne fait pas les anomalies enzymatiques. Les anomalies enzymatiques, c'est vraiment très léger. Il y a le déficit en J6PD, il y a le déficit en pyridoxinase. Et si vous voulez, on peut le faire la prochaine fois, mais généralement, on va dire, dans l'anémie hémolytique, les deux pathologies les plus importantes, c'est la bêta-thalassémie drépanocytose, un petit peu de sphérocytose héréditairement pour les externes. Généralement, je ne fais pas de J6PD, bon, juste un petit mot sur J6PD pyridoxinase. Comment s'appelle la chaîne bêta et alpha du cytosquelette, c'est la spectrine, voilà. Et pourquoi on a une macrocytose dans la drépanocytose? Et merci, voilà. Donc chaîne alpha, chaîne bêta, c'est la spectrine, c'est la protéine de cytosquelette de la membrane érythrocytaire. Pourquoi il y a une macrocytose dans la drépanocytose? Parce que on a des globules rouges à la base de taille normale. Dans toute situation d'hémolyse, qu'elle soit congénitale ou bien acquise, la tendance à la macrocytose est liée, sauf dans la bêta-thalassémie. Donc, je vous ai expliqué pourquoi. Dans la bêta-thalassémie, parce qu'il y a un défaut de synthèse d'hémoglobine, il y a une relation avec l'hémoglobine. Quand on a un déficit quantitatif dans la synthèse de l'hémoglobine, qui met par exemple la carence en fer, les mitoses, elles sont augmentées pour essayer d'arriver à 33% de concentration. Et du coup, on tombe dans la situation de microcytose. Donc, ça y a la moitié compensée en synthétisant des réticulocytes, on ne va pas arriver à la macrocytose. Par contre, dans les deux autres situations, on a la normocytose avec une tendance à la macrocytose parce qu'il y a une augmentation de réticulocytes. Et le réticulocyte, il a un gain de surface de 10%, c'est-à-dire que le réticulocyte est plus grand que le globule rouge d'environ 10%. Donc du coup, quand on a une réticulocytose assez importante, donc il y a cette augmentation de volume des globules rouges et le VGL va augmenter parce que c'est le volume globulaire moyen des globules rouges. On va dire que c'est la moyenne du volume de tous les globules rouges. Voilà, donc je pense que j'ai répondu à cette question. Voilà. Est-ce que c'est une anémie Khalil-Haufen? Ah, bon, pardon, c'est une pathologie que je connais pas. C'est une anémie périphérique, je ne me trompe pas. Voilà, c'est une anémie périphérique. Exactement. Une anémie périphérique, je pense que Khalil, je ne sais pas, est-ce que tu as compris ou pas? Tu es convaincu? Parfait, très bien. Donc, est-ce que vous avez, bon, d'abord, est-ce que vous avez compris? Est-ce que j'ai su transmettre le message? Désolée pour le désagrément de la connexion. Oui, bien sûr, docteur. Merci beaucoup. Parfait, le désagrément de mon frère qui savait pas que j'étais en ligne.
Est-ce que vous avez... Voilà, oui, l'absence de la rate est constante. La rate ne تعاودش تولد من جديد. C'est bon, c'est fini. Quand elle part, elle part. Merci. Ben, la prochaine fois, on va faire la thrombopénie auto-immune, Inch'Allah. Oui, ça sera le TPI, thrombopénie auto-immune idiopathique. Et on essaiera de faire la LLC, la maladie d'Hodgkin, de toute façon les pathologies qui font partie de votre concours. Voilà. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser ou à les regrouper chez Dalel. Moi, je vais répondre à toutes les questions. Amin, merci beaucoup. Ya'takoum as-saha. Inch'Allah. Merci, docteur. Merci infiniment. Pas de problème, avec plaisir. Allez, au revoir. À très bientôt. Donc, bonne soirée. Bye bye. Merci. Donc, bonne soirée l'équipe. Bye bye. Bonne soirée. Bye bye.